Mes parents ont dépensé 127 000 € pour le mariage de mon frère. Pour le mien, mon père m'a posé un ultimatum, c'est règle ou je paie tout. J'ai choisi ma liberté. Mais en voyant ma liste d'invités, ils ont compris ce qu'il avait perdu. Je m'appelle Amélie, j'ai 29 ans, et il y a 3 semaines, je me suis marié sans la présence de mes parents. Il y a quelques années, mes parents ont dépensé 127 000 € pour le mariage de mon frère Damien, fait venir des proches de 3 régions différentes, loué un domaine de campagne et engagé un orchestre de 12 musiciens. Mais quand j'ai annoncé mes fiançailles avec Nicolas, un homme qui m'aime plus que je n'aurais jamais cru possible, mon père m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Suis mes règles ou paie tout toi-même ». Alors, j'ai tout payé moi-même. Ce à quoi mes parents ne s'attendaient pas, c'est qui figurerait sur ma liste d'invités. Des PDG, des associés de grands cabinets d'avocats, un ancien sénateur, des gens qu'ils avaient passé leur vie à essayer d'impressionner. Et quand la vérité sur leur soi-disant fond de mariage a éclaté, eh bien, disons que certains secrets ne restent pas enfouis éternellement. Je m'appelle Amélie Dubois. Je suis experte comptable dans un cabinet de conseil financier à Lyon. J'ai un bureau d'angle avec vue sur la Saône, un plan d'épargne retraite qui ferait pleurer de joie l'étudiante que j'étais, et absolument aucune dette. Je vous dis cela non pas pour me vanter, mais parce que c'est important. Parce que pendant 29 ans, ma famille m'a traité comme si j'étais à une mauvaise décision de devoir être secouru. Mes parents, Richard et Sylvie Dubois, vivent dans un pavillon de 3 chambres à Villefranche-sur-Saône. Papa a pris sa retraite il y a 5 ans d'un poste de cadre intermédiaire dans une entreprise industrielle. Maman travaillait à temps partiel dans l'administration jusqu'à ce que j'entre au lycée, puis elle a arrêté. Ils ne sont pas pauvres, ils ne sont pas riches. Ils ont ce genre de confort qui vient avec un crédit immobilier remboursé et des vacances sur la Côte d'Azur une année sur 2. Mon frère Damien a 4 ans de plus que moi. L'enfant chéri, star de l'équipe de rugby du lycée, diplômé d'une école de commerce, directeur commercial dans une entreprise de la tech. Ça semble plus impressionnant que son salaire ne le suggère. Il y a 3 ans, Damien a épousé sa petite amie de fac, Brigitte. Le mariage a eu lieu au domaine de la Roseraie. 250 invités, côte de bœuf et homard, une sculpture de glace en forme de leurs initiales. Mes parents ont tout payé, 127 000 €. Je connais le montant exact car ma mère l'a mentionné au moins 15 fois pendant la réception. Nous avons économisé pour ça depuis la naissance de Damien, disait-elle à qui voulait l'entendre, une coupe de champagne à la main. C'est ce que font les parents. Ce soir-là, je me tenais dans un coin, dans une robe de demoiselle d'honneur qui n'était pas de ma couleur, regardant mon père porter un toast sur l'investissement dans la famille. Et j'ai pensé, d'accord. Quand ce sera mon tour, les choses seront différentes. Ils verront que je vaux aussi la peine qu'on investisse en moi. J'étais si naïve. J'ai rencontré Nicolas Fournier lors d'une conférence sur la conformité financière il y a 2 ans. Il représentait son cabinet d'avocats, Fournier et Associés, et j'essayais de ne pas m'endormir pendant une table ronde sur les révisions du Code des impôts. Il m'a surprise en train de bâiller. Je l'ai surpris en train de rire de moi pour ça. Nous avons fini par prendre un café, puis un dîner, puis nous avons discuté jusqu'à la fermeture du bar de l'hôtel. Nicolas a 32 ans, il est associé dans le cabinet familial, a une mâchoire carrée, des yeux bienveillants, et cette sorte de confiance tranquille qui vient de ne jamais avoir eu à se prouver à qui que ce soit. Mais ce que j'aime le plus chez lui, c'est qu'il écoute. Quand je parle, il m'entend vraiment. Sa famille est différente de la mienne. La première fois que j'ai rencontré sa mère, Éléonore, c'était chez eux, sur la colline de la Croix-Rousse. Je portais mon plus beau blazer, j'avais répété des sujets de conversation dans la voiture. J'étais terrifié. La maison était magnifique. La beauté du vieil argent, avec des peintures à l'huile et une bibliothèque qui sentait le cuir et l'histoire. Mais Éléonore a ouvert la porte elle-même, vêtue d'un simple pull en cachemire et sans maquillage. Elle m'a serré dans ses bras avant même que je puisse me présenter. Nicolas parle constamment de vous, a-t-elle dit. J'ai l'impression de vous connaître déjà. Le dîner n'était pas préparé par un traiteur. Éléonore a cuisiné un poulet rôti au romarin, des légumes du marché, une tarte au citron qu'elle avait faite l'après-midi même. Nous avons mangé dans la cuisine, pas dans la salle à manger formelle, et elle m'a posé des questions sur mon travail, mes passions, mes rêves. Personne dans ma famille ne m'avait jamais interrogé sur mes rêves. Quand Nicolas m'a ramené chez moi ce soir-là, j'ai pleuré sur le siège passager.
Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-il demandé, alarmé. Rien, ai-je dit. C'est ça le problème. Rien ne va pas. Ta famille est juste. Ils sont si gentils. Il m'a serré la main. Ils t'aiment déjà, Amélie. C'est ta famille maintenant. Je ne savais pas à quel point cela signifierait quelque chose plus tard. Nicolas m'a demandé en mariage un jeudi soir d'octobre. Rien d'extravagant, juste nous deux sur le toit de notre restaurant préféré, les lumières de la ville scintillant en contrebas, la bague de sa grand-mère dans un écrin de velours. J'ai dit oui avant même qu'il ait fini sa question. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents. Mes mains tremblaient. Malgré tout, malgré toutes les années où j'ai été négligé, je voulais toujours qu'ils soient heureux pour moi. Maman, papa, j'ai une nouvelle, ai-je dit. Nicolas m'a demandé en mariage. Nous sommes fiancés. Il y a eu une pause. Puis ma mère a poussé un cri strident. Littéralement. Et je l'ai entendu appeler mon père. Richard, Amélie va se marier. Pendant un magnifique instant, j'ai eu l'impression que les choses pourraient être différentes. Ma mère a posé des questions sur la bague. Mon père a posé des questions sur le travail de Nicolas. Il semblait fier. Nous te soutiendrons, ma chérie, a dit ma mère, tout comme nous l'avons fait pour Damien. Nous aiderons pour le mariage. Ce soir-là, elle m'a envoyé un email. Je l'ai toujours. Je l'ai capturé à l'écran dès son arrivée parce que quelque chose en moi, un instinct que je ne voulais pas reconnaître, me disait que j'aurais peut-être besoin de preuves un jour. L'email disait, Amélie, ton père et moi en avons discuté. Nous voulons contribuer à hauteur de 100 000 € pour ton mariage, comme nous l'avions promis quand tu étais petite. Nous sommes si heureux pour toi. Bise, maman. 100 000 €, par écrit, avec un horodatage. J'étais assise à mon bureau dans mon bureau d'angle, regardant cet email, et je me suis permis d'y croire. Je me suis permis de penser que peut-être j'avais eu tort toutes ces années. Peut-être qu'il m'accordait la même valeur qu'à Damien. Peut-être que j'avais été trop sensible, trop prompte à remarquer des offenses qui n'en étaient pas vraiment. Cette croyance a duré exactement 3 semaines. Jessica Martin est ma meilleure amie depuis la première année d'université. C'est aussi l'organisatrice de mariage la plus talentueuse de la région, propriétaire d'Élégance Événements, avec une liste de clients qui inclut des milliardaires de la tech et des dynasties du vieil argent. Mais je la connaissais quand elle était une jeune femme de 22 ans sans le sou, avec un rêve et aucun capital de départ. Tu te souviens quand je t'ai prêté cet argent, lui ai-je demandé lors d'un déjeuner la semaine après mes fiançailles. Elle a ri, posant son verre d'eau pétillante. Nous étions dans un café sur la presqu'île, entourés de femmes en foulard Hermès et d'hommes en costume sur mesure. Jessica était parfaitement à sa place. Elle avait cette sorte d'élégance naturelle qui faisait supposer aux gens qu'elle avait toujours eu de l'argent. Amélie, tu m'as donné 15 000 € sans intérêt et tu m'as dit de te rembourser quand je pourrais. Ce n'est pas un prêt, c'est une bouée de sauvetage. Eh bien, ai-je dit, je viens réclamer ma faveur. J'ai besoin d'une organisatrice de mariage. Ses yeux se sont illuminés. Enfin. J'attends ce moment depuis 2 ans. Raconte-moi tout. Thème, lieu, nombre d'invités. Je lui ai exposé la vision que Nicolas et moi avions discutée, intime, élégant, sans enfants, peut-être 80 invités. Une cérémonie en plein air dans un domaine viticole en Provence où la famille de Nicolas avait des relations. Sans enfants, a répété Jessica en hochant la tête. Malin. Rien ne gâche plus une cérémonie qu'un bambin qui hurle pendant les vœux. Mais elle a hésité. Ta famille est assez traditionnelle, non? Ça pourrait être un problème. J'ai fait un geste de la main. Ils comprendront. Mes parents veulent que ce soit spécial. Maman m'a déjà envoyé un email pour contribuer au budget. Jessica m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Amélie, je fais ce métier depuis 8 ans. Famille traditionnelle et mariage sans enfants. Cette combinaison ne se passe presque jamais bien. J'aurais dû l'écouter. Le dîner était l'idée de mon père. Venez dimanche, a-t-il dit au téléphone. Ta mère fait un rôti. On discutera des plans du mariage. J'ai emmené Nicolas. Il portait une chemise et son sourire le plus diplomate. La salle à manger de mes parents n'avait pas changé depuis mon enfance. Même papier peint délavé,
même lumière fluorescente bourdonnante, même photo encadrée des exploits de Damien au rugby au lycée sur le mur. Nous avons passé l'apéritif avant que mon père ne s'éclaircisse la gorge. Nous y avons beaucoup réfléchi, a-t-il dit, sortant un morceau de papier plié de la poche de sa chemise, et nous avons établi quelques directives pour le mariage. Des directives? Il a vraiment appelé ça des directives. Il a lissé le papier sur la table. J'ai reconnu son écriture. Serrée, précise, la même qu'il utilisait sur les commentaires de mes bulletins scolaires quand j'étais jeune. Amélie doit faire plus d'efforts. Règle numéro 1, a-t-il lu. Toute la famille doit être invitée. Des deux côtés. Ça veut dire ta grand-tante Margot, les enfants de ton cousin Thomas, les Dupont de la paroisse, tout le monde. J'ai senti Nicolas se raidir à côté de moi. Règle numéro 2, pas de mariage sans enfants. Les enfants font partie de la famille. Règle numéro 3, pas de mariage à l'étranger. La cérémonie reste locale. Règle numéro 4, nous avons l'approbation finale de la liste des invités. Règle numéro 5, la cérémonie aura lieu à l'église Sainte-Catherine. C'est là que ta mère et moi nous sommes mariés. Il a levé les yeux, satisfait, comme s'il venait de présenter une proposition commerciale raisonnable. Ma mère a hoché la tête à côté de lui. Ce sont les mêmes règles que Damien a suivies. Ce n'est que justice. J'ai regardé la liste. 200 invités. Une église où je n'avais pas mis les pieds depuis le lycée. Chaque enfant criard et parent juge que j'avais passé ma vie d'adulte à éviter. Et si je ne suis pas d'accord, ai-je demandé doucement. L'expression de mon père n'a pas changé. Alors tu paies tout toi-même. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. Papa, la politique sans enfant ne vise à exclure personne, ai-je expliqué, gardant ma voix calme. Le neveu de Nicolas a ruiné la cérémonie de son meilleur ami l'année dernière, il a renversé la bougie d'unité, s'est mis à pleurer pendant les vœux. Le couple était dévasté. Nous voulons juste éviter ça. Mon père n'a pas scié. Les enfants sont la famille. D'accord, et un compromis, ai-je insisté. Les enfants peuvent venir à la réception, mais pas à la cérémonie. Comme ça. Non. Nicolas m'a serré le genou sous la table. Un avertissement. N'insiste pas sur la liste des invités. J'ai réessayé. 200 personnes, c'est beaucoup. Et si on invitait la famille proche et les amis intimes? Peut-être une centaine. Ma mère a laissé échapper un rire sec. 100. Amélie, j'ai déjà prévenu tante Margot, oncle Thomas, les Dupont, les Bertrand. Attends. Je l'ai dévisagé. Tu leur as déjà dit? Elle a eu la décence de paraître légèrement mal à l'aise. Eh bien, oui. Quand tu as annoncé les fiançailles, les gens ont posé des questions. Je ne pouvais pas ne rien dire. Tu as invité des gens à mon mariage sans me demander. Je ne les ai pas invités. J'ai juste mentionné. Sylvie leur a dit qu'ils recevraient des invitations, a coupé mon père. Ce qu'ils feront. Ce n'est pas négociable. Je me suis rassise sur ma chaise. La lumière fluorescente bourdonnait au-dessus de ma tête. La main de Nicolas était toujours sur mon genou, sa prise plus ferme maintenant. Ma mère était déjà en train de planifier une liste d'invités sans m'avoir consulté. Elle avait fait des promesses en mon nom à des gens que je connaissais à peine. Et mon père avait écrit des règles, de vraies règles écrites, pour mon propre mariage. Damien n'a pas eu à suivre ces règles, ai-je dit doucement. Le visage de mon père s'est durci. Damien n'a pas essayé d'exclure la famille. Mais ce n'était pas vrai, et nous le savions tous les deux. J'ai appelé Damien ce soir-là depuis la voiture de Nicolas. La pluie striait le pare-brise, brouillant les lampadaires en taches dorées. Peux-tu leur parler, ai-je demandé. Peut-être que si tu leur expliques que les mariages sans enfants sont normaux maintenant, ils t'écouteraient. Damien a soupiré. Le son d'un match de basket se faisait entendre en arrière-plan. Il avait toujours du sport à la télé. Amélie, allons. Tu sais comment ils sont. Je sais, mais ils te respectent. Si tu leur disais. Écoute, sa voix a baissé. Tu sais que maman et papa avaient un fonds séparé pour moi, n'est-ce pas? Depuis que je suis gamin. Je n'ai eu à suivre aucune règle parce qu'il n'a jamais été question du genre de mariage que j'aurais.
J'ai serré le téléphone plus fort. Que veux-tu dire par fonds séparés? Une pause. Trop longue. Damien, quel fonds? Je pensais que tu savais. Il semblait sincèrement surpris. Maman me l'a dit il y a des années. Papa a mis de l'argent de côté pour moi quand je suis né. Une sorte de compte d'investissement pour mon avenir. Apport pour une maison, mariage, peu importe. Et moi? Ont-ils mis de l'argent de côté pour moi? Silence. Damien. Je ne sais pas, Amélie. Sa voix était mal à l'aise maintenant. Je veux dire, papa a toujours dit. Tu sais comment il est. Vieille école. Il pensait que tu épouserais quelqu'un qui s'occuperait de ces choses-là, que la famille du mari paierait pour le mariage. C'est juste ce qu'il croyait. La pluie tombait plus fort. Nicolas me regardait depuis le siège du conducteur, l'inquiétude gravée sur son visage. Donc il n'y a jamais eu de fonds pour moi, ai-je dit d'une voix plate. Les 100 000 € que maman a promis. Ils n'ont pas vraiment l'intention de les donner. Je ne sais pas. Peut-être, Amélie. Je n'essaie pas de. C'est bon, ai-je dit. Merci d'avoir été honnête. J'ai raccroché et j'ai regardé la pluie. 29 ans. 29 ans à penser que je faisais partie de la même famille, du même amour, du même avenir. Je comprenais maintenant. Ça n'avait jamais été le cas. Mon père a appelé le lendemain. Pas de salutation, pas de préambule. J'ai besoin de ta décision, Amélie. Les règles tiennent. À prendre ou à laisser. J'étais à mon bureau en train d'examiner les rapports trimestriels. Mon bureau d'angle, ma vue sur la Saône, la vie que j'avais bâtie entièrement seule. J'ai une question d'abord, ai-je dit. As-tu donné à Damien les mêmes règles? Silence. Lui as-tu demandé d'inviter 200 personnes? As-tu exigé l'approbation finale de sa liste d'invités? As-tu menacé de retirer le financement s'il ne s'y conformait pas? Damien comprenait les valeurs familiales. Ce n'est pas une réponse. La voix de mon père est devenue glaciale. Damien est mon fils. Il perpétue le nom de la famille. Toi, tu vas te marier dans une autre famille. Les Fournier seront ta famille maintenant. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Enfin, la vérité qu'il n'avait jamais tout à fait dite à voix haute. Donc, parce que je suis la fille, je vaux moins. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin. En arrière-plan, j'ai entendu la voix de ma mère. Richard, dis-lui qu'elle fait ça dramatique. Maman, ai-je dit, coupe en court. Je t'ai entendu. Et je ne suis pas dramatique. Je suis clair. Mon père a pris une inspiration. C'est notre dernière offre. Accepte les conditions ou finance le mariage toi-même. Nous ne nous laisserons pas manipuler par la culpabilité ou les sottises modernes. J'ai pensé à l'email que ma mère avait envoyé, la promesse de 100 000 €, l'eurodatage que j'avais capturé. J'ai pensé à la confession accidentelle de Damien, au fond qui existait pour lui et jamais pour moi. J'ai pensé à Éléonore Fournier, qui m'avait serré dans ses bras la première fois que nous nous sommes rencontrés et m'avait interrogé sur mes rêves. Je comprends, papa, ai-je dit. Je le financerai moi-même. Et j'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Nicolas m'a trouvé sur le canapé ce soir-là, toujours dans mes vêtements de travail, regardant dans le vide. Il s'est assis à côté de moi, sans parler, juste présent, attendant que je sois prête. Ils n'ont jamais eu l'intention de m'aider, ai-je dit finalement. Tout ça, la promesse, l'email. C'était conditionnel depuis le début. Ils voulaient le contrôle, pas me soutenir. Nicolas m'a serré contre lui. Alors on fait ça nous-mêmes. On n'a pas besoin de leur argent, Amélie. On s'a l'un l'autre. Il ne s'agit pas de l'argent, ma voix s'est brisée. C'est qu'ils pensent que je vaux moins que Damien. Ils ont toujours pensé ça, et j'espérais toujours que j'avais tort. Le lendemain matin, Éléonore a appelé. Nicolas m'a raconté ce qui s'est passé, a-t-elle dit. Sa voix était chaleureuse, concernée, mais pas apitoyée. Je veux que tu saches quelque chose. Quand j'ai épousé James, mes propres parents désapprouvaient. Ils pensaient que je me mariais en dessous de ma condition, un jeune avocat sans relation familiale. Ils ont refusé de contribuer au mariage.
J'ai cligné des yeux. Je ne savais pas ça. La mère de James nous a donné 10 000 euros. C'était tout ce qu'elle avait. Elle a dit, l'amour ne vient pas avec des conditions. Je ne l'ai jamais oublié. Je l'ai entendu prendre une inspiration. Amélie, j'aimerais contribuer à hauteur de 50 000 euros pour ton mariage. Sans condition, sans règle. Ce n'est pas de la charité. C'est ce que fait la famille. Et tu es de la famille. Éléonore, je ne peux pas. Tu peux. Tu le feras. Son ton était doux mais ferme. Quelqu'un a fait ça pour moi une fois. Maintenant, je le fais pour toi. S'il te plaît, laisse-moi faire. Une semaine plus tard, un chèque est arrivé avec un mot manuscrit sur du papier ivoire. Le papier, épais et lourd dans mes mains. L'amour ne vient pas avec des conditions. Bienvenue dans la famille, ma chérie. Éléonore. J'ai pleuré pendant 1 heure. Mais pour la première fois depuis des semaines, c'était de bonnes larmes. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, peut-être comprenez-vous ce que je ressentais. Ce moment où vous réalisez que l'amour de votre famille venait avec un astérisque dont vous ignoriez l'existence. Soyons clairs sur un point. Je n'ai pas besoin de leur argent. Nicolas et moi pourrions payer ce mariage 2 fois. Mais ce n'est pas la question. La question est qu'ils ont donné 127 000 euros à Damien avec un sourire et un toast. Et ils m'offrent des conditions et des ultimatums. Il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait de savoir si je comptais autant que mon frère. Et j'ai ma réponse. Maintenant, revenons à 3 mois avant le mariage. Les appels ont commencé la semaine après que j'ai dit à mon père que je paierais le mariage moi-même. D'abord, ce fut tante Margot. Amélie, ma chérie, ta mère dit que tu n'invites pas la famille au mariage. Ça ne peut pas être vrai. Puis oncle Thomas. J'ai entendu dire que tu faisais un truc exclusif. C'est quoi cette histoire de pas d'enfants autorisés? Puis Darlène Dupont de la paroisse, à qui je n'avais pas parlé depuis 15 ans. Ta pauvre mère est anéantie. Elle dit que tu l'as complètement exclue. J'ai essayé d'expliquer. Le sans enfant était un choix que beaucoup de couples faisaient. Nous voulions une cérémonie intime. Ce n'était un rejet de personne. Personne n'a écouté. Mon téléphone vibrait constamment. Appels manqués, messages vocaux, SMS de cousins à qui j'avais à peine parlé depuis l'enfance, tous sur le même thème. Comment peux-tu faire ça à tes parents? Puis ma mère a publié sur Facebook. Elle ne m'a pas nommé directement. Elle n'en avait pas besoin. Ça me brise le cœur quand les enfants oublient tout ce que leurs parents ont sacrifié pour eux. Nous avons tout donné et c'est ainsi que nous sommes remerciés. Prières appréciées. En moins d'1 heure, il y avait 47 commentaires. Des parents que je n'avais pas vus depuis des décennies offraient leur sympathie. Des amis de ma mère de la paroisse exprimaient leur choc. Un cousin commentait, vraiment désolé, tante Sylvie. Certains enfants ne comprennent tout simplement pas les valeurs familiales. J'étais assise dans mon bureau, le téléphone à la main, regardant les notifications défiler. Ma mère avait transformé mon mariage en un référendum public sur ma personnalité. Elle s'était posée en victime avant même que j'aie envoyé une seule invitation. Nicolas m'a trouvé en train de faire défiler les commentaires à minuit. « Éteins ça », a-t-il dit doucement. Ils sont en pleine représentation. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit pour eux de passer pour des martyrs. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison, mais ça faisait quand même mal. Ma mère s'est présentée à mon bureau un mardi. J'étais en réunion quand mon assistante a frappé à la porte vitrée, le visage désolé. Il y a une femme à la réception. Elle dit que c'est votre mère. Elle fait une scène. Je me suis excusé et je suis allé dans le hall. Ma mère se tenait au bureau d'accueil, des mouchoirs à la main, le mascara coulant sur ses joues. 3 de mes collègues s'étaient arrêtés pour regarder depuis le couloir. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici ?» Amélie. Elle a attrapé mon bras. « Il faut qu'on parle, s'il te plaît. Je t'en supplie. » La réceptionniste, une jeune femme de 24 ans nommée Chloé, qui n'était dans l'entreprise que depuis 3 mois, nous regardait avec de grands yeux. « Parlons dans la salle de conférence », ai-je dit doucement. Je l'ai conduite dans le couloir, devant les bureaux aux parois de verre, sentant chaque regard sur mon dos.
Les talons de ma mère claquaient sur le sol en marbre. Elle pleurait encore, des larmes théâtrales, celles qui viennent facilement et sèchent rapidement. J'ai fermé la porte de la salle de conférence. Tu dois changer d'avis, a-t-elle dit immédiatement. Les larmes s'étaient arrêtées. Ça a assez duré. Ton père ne peut pas dormir. Je ne peux pas manger. Tu déchires cette famille. Maman, tu as posté sur moi sur Facebook. Tu as appelé tous mes parents et tu leur as dit. Parce que tu ne m'as pas laissé le choix. Sa voix a monté. Tu nous mets dans l'embarras. Tout le monde est au courant de cette règle ridicule sans enfant. Les gens posent des questions. Alors dis-leur la vérité. Dis-leur que tu m'as offert de l'argent conditionnel avec une liste d'exigences, et que j'ai refusé. Ses yeux se sont rétrécis. C'est une façon très égoïste de voir les choses. S'il te plaît, pars, ai-je dit. Je ne discuterai pas de ça sur mon lieu de travail. J'ai tenu la porte ouverte. Elle a rassemblé son sac, son manteau. Sur le seuil, elle s'est retournée. Tu le regretteras, Amélie. Retiens bien mes paroles. L'email de mon père est arrivé ce vendredi-là. Objet, dernier mot. Je l'ai ouvert à mon bureau, le café refroidissant à côté de mon clavier. Le message était long. 3 paragraphes complets de griefs que j'avais entendus, des variations de toute ma vie. Il énumérait chaque sacrifice qu'ils avaient fait pour moi, l'appareil dentaire quand j'avais 12 ans, l'assurance auto qu'ils avaient payée pendant mes études, la fois où ils avaient conduit 4 heures pour me voir obtenir mon diplôme. Comme si assister à la remise de diplôme de leur fille était un acte de générosité extraordinaire plutôt qu'une attente parentale de base. Puis venait le dernier paragraphe. Tu as clairement fait ton choix. Tu as choisi Nicolas et sa riche famille au détriment des gens qui t'ont élevé. Si c'est ta décision, alors c'est fini. Ne t'attends pas à ce que nous venions faire comme si de rien n'était. Si tu poursuis ce mariage sans suivre nos conditions, nous ne serons pas présents et tu peux oublier de faire partie de cette famille. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré à Nicolas et à son ami Michel, un avocat spécialisé en droit de la famille au cabinet. Garde ça, m'a dit Michel quand il m'a appelé 1 heure plus tard. Tu n'en auras probablement pas besoin pour quoi que ce soit de légal, mais la documentation est importante. Si cela devient un jour une situation de parole contre parole sur qui a coupé les ponts avec qui, tu as l'horodatage. J'ai imprimé l'email. Je l'ai mis dans un dossier cartonné intitulé « Documentation familiale ». Le même dossier où j'avais sauvegardé la promesse originale de ma mère de 100 000 euros. 2 emails, 2 horodatage, l'un promettant un soutien, l'autre menaçant d'abandon. L'écart entre eux racontait toute l'histoire de ma famille mieux que je n'aurais jamais pu le faire. Ce soir-là, Nicolas m'a tenu dans ses bras pendant que je fixais le plafond. « Que veux-tu faire » a-t-il demandé. « Je veux avoir notre mariage » ai-je dit. « À notre façon. Et je veux arrêter de prétendre qu'ils changeront un jour. » J'ai écrit la réponse à 2 heures du matin. Nicolas dormait à côté de moi, un bras drapé sur ma taille. La chambre était sombre, à l'exception de la lueur de l'écran de mon ordinateur portable. « Papa, j'ai lu ton email. Je comprends ta position et je respecte ton droit de faire tes propres choix. Le mariage se déroulera comme prévu. Maman et toi êtes les bienvenus en tant qu'invités. Il n'y aura pas de rôles spéciaux, pas de discours, pas de place réservée aux parents de la mariée, mais vous êtes les bienvenus. Je ne fais pas ça pour vous blesser. Je le fais parce que j'ai réalisé qu'accepter vos conditions signifierait commencer mon mariage en abandonnant mes propres limites. Je ne peux pas faire ça. J'espère que vous reconsidérerez votre décision. J'espère que vous choisirez de faire partie de ce jour, même si ce n'est pas à vos conditions. Mais je ne supplierai pas amicalement, Amélie. J'ai cliqué sur envoyer. Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Il devait être réveillé aussi. Si nous ne pouvons pas être traités comme tes parents, nous ne serons pas là. C'est ton choix, pas le nôtre. Souviens-toi de ça. J'ai fermé l'ordinateur portable. Dans l'obscurité, j'ai senti le poids de ce que je venais de faire. J'avais tracé une ligne. J'avais refusé de la franchir. Et mes parents s'étaient éloignés. Nicolas a bougé à côté de moi. Et, a-t-il murmuré. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je leur ai dit qu'ils pouvaient venir en tant qu'invités. Pas de traitement de faveur. Ils ont dit non.
Il m'a serré plus fort. Je suis désolé. Ne le sois pas. J'ai été surprise de constater que je ne pleurais pas. Je ne suis pas désolé. Je suis triste, mais je ne suis pas désolé. Il y avait quelque chose de presque paisible là-dedans. La finalité. Plus d'espoir. Plus de questionnement pour savoir si cette fois serait différente. Ils avaient fait leur choix. Maintenant, je ferai le mien. Les semaines qui ont suivi ont été les plus difficiles. Je me réveillais à 3 heures du matin, le cœur battant, l'esprit assailli de doutes. Et si j'avais tort? Et si j'étais la méchante de l'histoire? Et si je détruisais ma famille pour une liste d'invités? Mes parents avaient pour la plupart cessé d'appeler. Le silence était pire que la pression. J'avais été excommunié, semblait-il, sans annonce formelle. J'ai perdu 3 kilos. Nicolas a commencé à me faire des smoothies parce que je ne pouvais pas avaler de nourriture solide avant midi. Un soir, je me suis retrouvé dans la salle de bain à pleurer si fort que je ne pouvais plus respirer, tandis que Nicolas attendait de l'autre côté de la porte, impuissant. Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut, ai-je étouffé. Je n'arrêtais pas de penser aux bons souvenirs. Ils existaient. Ils devaient bien avoir existé. Mon père m'apprenant à faire du vélo. Ma mère me tressant les cheveux avant l'école. La montre que mon père m'a offerte à ma remise de diplôme. Une fine Seiko en or que je gardais toujours dans son écrin de velours sur ma commode. Je ne la portais plus, mais je ne pouvais pas non plus la jeter. Étais-je égoïste? Étais-je en train de punir mes parents de ne pas m'aimer comme je voulais être aimé? Un matin, j'ai tapé un texto à ma mère. Pouvons-nous parler? Peut-être qu'il y a un terrain d'entente. Je l'ai regardé pendant 20 minutes. Puis je l'ai effacé, car je me suis souvenu du post Facebook, des parents recrutés pour m'appeler, de la scène à mon bureau, de l'email de mon père promettant de me rayer de sa vie si je n'obéissais pas. Ce n'était pas un désaccord sur les détails du mariage. C'était une lutte de pouvoir. Et si je cédais maintenant, je céderais pour toujours. J'ai posé mon téléphone. Je suis allé travailler. J'ai continué. Damien m'a envoyé un texto un dimanche. On peut se voir pour un café? Je veux aider. J'ai failli dire non. Mais une partie de moi, celle qui se souvenait encore de mon grand frère me laissant l'accompagner à la salle d'arcade quand nous étions enfants, voulait croire qu'il était sincère. Nous nous sommes rencontrés dans un café près du stade. Damien était déjà là quand je suis arrivé, portant un polo froissé et sirotant un café noir. Il avait l'air fatigué. Son éclat d'enfant chéri s'était estompé quelque part en chemin. Et, il s'est levé pour me serrer dans ses bras. Merci d'être venu. Nous nous sommes assis. Il tripotait sa tasse de café. Écoute, a-t-il dit, maman et papa souffrent vraiment. Ils ont l'impression que tu les as abandonnés. Est-ce qu'ils t'ont envoyé ici? Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Damien, je n'ai abandonné personne. Papa m'a envoyé un email disant que si je ne suivais pas leurs règles, je n'étais plus de la famille. J'ai dit que je les accueillerais comme des invités. Ils ont refusé. Peut-être que tu pourrais juste faire un petit effort. Tu sais comment ils sont. Ils sont de la vieille école. Si seulement tu invitais tante Margot et quelques cousins. Damien, je me suis penché en avant. Laisse-moi te poser une question. Quand tu t'es marié, t'ont-ils donné une liste d'exigences? Ont-ils menacé de retirer le financement si tu ne te conformais pas? Il a détourné le regard. Non, ai-je répondu pour lui. Ils ne l'ont pas fait parce que tu es le fils et que je suis juste la fille qui est censée être reconnaissante pour les miettes qu'elle reçoit. Damien s'est tortillé mal à l'aise. Ce n'est pas juste. Peut-être pas, mais c'est la vérité. Il a fini son café en silence. Quand il s'est levé pour partir, il a fait une pause. J'espère que tu sais ce que tu fais, Amélie, parce qu'une fois que tu auras coupé les ponts, il n'y aura pas de retour en arrière. Je l'ai regardé s'éloigner. Il n'avait pas tort. Mais le pont était déjà en feu. Je n'étais juste pas celle qui avait allumé l'allumette. Ce soir-là, Nicolas m'a trouvé sur le canapé, fixant mon téléphone. Damien, a-t-il deviné? Oui. Il a essayé de jouer les médiateurs, sauf que sa version de la paix, c'est que je capitule.
Nicolas s'est assis à côté de moi. Il n'a pas essayé de régler le problème. Il ne le faisait jamais. Il attendait simplement. Je n'arrête pas de douter de moi, ai-je avoué, me demandant si je suis têtu, si je devrais juste céder et inviter tout le monde et sourire pendant toute la cérémonie. Veux-tu faire ça? Non. La réponse est venue immédiatement. Non, je ne veux pas. Alors ne le fais pas. Il m'a attiré contre lui. Amélie, tu as passé toute ta vie à essayer de mériter quelque chose qui aurait dû t'être donné gratuitement. L'approbation de tes parents, leur amour. Tu as travaillé plus dur, accompli plus de choses, demandé moins. Et ça n'a jamais été suffisant parce que ça n'a jamais été à propos de ce que tu faisais. C'était à propos de qui tu es. J'ai fermé les yeux. Tu n'es pas le problème, a-t-il dit doucement. Tu ne l'as jamais été. Le lendemain matin, Éléonore a appelé. J'ai entendu dire que tu avais eu une semaine difficile, a-t-elle dit. Pas de préambule, pas de banalité. Nicolas te l'a dit. Il est inquiet. Et moi aussi. Elle a fait une pause. Amélie, quand j'ai choisi d'épouser James contre la volonté de mes parents, je les ai perdus pendant 3 ans. 3 ans de silence. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Comment as-tu surmonté ça? En me rappelant que je ne les rejetais pas. C'est eux qui me rejetaient pour avoir fait mon propre choix. Il y a une différence. Sa voix s'est adoucie. Tu ne détruis rien, ma chérie. Tu refuses juste enfin de prétendre que les fissures n'étaient pas déjà là. Ce soir-là, j'ai regardé la photo de fiançailles sur notre mur. Nicolas et moi, riant au parc de la Tête d'Or. Des feuilles dorées tourbillonnant autour de nous. Je n'avais pas besoin de la permission de mes parents pour être heureuse. J'avais juste besoin de me donner la permission à moi-même. Jessica a étalé les plans finaux sur la table de sa salle de conférence comme un général se préparant à la bataille. D'accord, dit-elle, les yeux brillants. Parlons de ton mariage de rêve. Le lieu, un domaine viticole privé en Provence, des collines ondoyantes, de vieilles vignes, une terrasse en pierre surplombant la vallée. La famille de Nicolas avait des relations avec les propriétaires. Nous avions obtenu un tarif qui aurait été impossible autrement. La liste des invités, 85 personnes, soigneusement sélectionnées. Pas d'invitation par obligation, pas de parents éloignés à qui je n'avais jamais parlé, pas d'enfants qui crient. Le budget, 90 000 €. Nicolas et moi avons contribué à hauteur de 40 000 € de nos économies. Le cadeau d'Éléonore couvrait 50 000 €. Jessica, fidèle à sa parole, fournissait ses services à prix coûtant, une valeur normalement de 30 000 €, maintenant incluse comme son cadeau de mariage pour nous. Sans enfants, a confirmé Jessica. Cérémonie sans enfants au coucher du soleil. L'heure dorée, la seule demande de Nicolas. Elle a souri. Ce sera ma plus belle œuvre. J'espère que tu le sais. J'ai regardé le tableau d'inspiration qu'elle avait créé. Des lignes épurées, des fleurs blanches, un éclairage doux, une simplicité élégante. Rien de tape à accent grave-l'œil, rien d'excessif, juste de la beauté. Et ta famille, a demandé Jessica prudemment. Des changements de ce côté-là. J'ai secoué la tête. Ils ont fait leur choix. D'accord. Elle a pris une note. Je ferai un briefing à la sécurité au cas où. Parfois, les gens se présentent sans y être invités à ce genre d'événement. Je n'y avais pas pensé. Tu penses qu'ils débarqueraient au mariage? Je pense que les gens font des choses inattendues quand ils réalisent qu'ils n'ont plus le contrôle. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Espérer le meilleur, prévoir le pire. C'est ma devise. J'ai hoché la tête lentement. La possibilité que mes parents puissent essayer de forcer leur entrée ne m'était pas venue à l'esprit. Mais Jessica faisait ça depuis 8 ans. Elle savait des choses que j'ignorais. La liste des invités était un document que je n'avais montré à personne en dehors de Nicolas et Jessica. Mais en la révisant une dernière soirée, j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas juste une liste d'invités de mariage. C'était un témoignage de la vie que j'avais bâtie. Du côté de Nicolas, il y avait l'associé gérant de Fournier et Associés, un juge fédéral qui avait été son mentor à la faculté de droit, 3 associés de cabinets concurrents qui étaient devenus des amis proches, le PDG d'une entreprise du CAC 40.
Un client que Nicolas avait représenté dans une fusion complexe. De mon côté, il y avait mon mentor de l'école de commerce, maintenant professeur à HEC Paris, 2 collègues devenus de véritables amis, une ancienne cliente qui avait lancé une association à but non lucratif grâce à mes conseils financiers. Et puis il y avait le réseau d'Éléonore, des philanthropes, des mécènes, un ancien sénateur qui siégeait au conseil d'administration de sa fondation caritative. Au bas de la liste se trouvaient 5 noms de ma famille. La cousine Sarah, la fille de Damien, qui avait toujours été gentille avec moi. Paula, une cousine au second degré de ma mère, qui m'avait envoyé un texto de soutien après l'incident sur Facebook. 3 autres parents qui n'avaient ostensiblement pas participé au lynchage. J'avais aussi invité Carole Lambert. Carole avait 60 ans, une comptable à la retraite qui avait travaillé avec ma mère à son ancien poste il y a des décennies. Elles étaient restées en contact. Carte de Noël, déjeuners occasionnels. J'avais toujours aimé Carole. Elle avait un esprit vif et des observations encore plus acérées. Plus important encore, Carole savait des choses. Ma mère s'était toujours confiée à elle sur les finances, sur la famille, sur les projets qu'elle et mon père avaient faits. Je n'invitais pas Carole pour causer des problèmes. Je l'invitais parce qu'elle était gentille et parce qu'une partie de moi savait que la vérité a une façon de faire surface quand les bonnes personnes sont dans la pièce. Les invitations sont parties un jeudi. Le compte à rebours avait officiellement commencé. Sarah a posté son invitation sur Instagram. C'est comme ça que ma mère l'a appris. Une simple photo, l'enveloppe, la calligraphie, le lieu. Provence, France. Sarah a légendé avec une série d'émojis champagne et les mots saison des mariages. Mon téléphone a sonné moins d'1 heure plus tard. Tu as invité Sarah mais pas sa mère. La voix de ma mère était glaciale. Tu as invité la fille de ta cousine mais pas ta propre tante. J'ai invité les gens qui m'ont soutenu, ai-je dit calmement. J'étais chez moi, assise sur le balcon, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de Lyon en orange. Tante Suzanne a passé les 2 derniers mois à me traiter d'ingrate. Sarah m'a envoyé un texto disant qu'elle était désolée pour les histoires de famille. C'est calculé. Tu fais ça pour nous blesser. Je fais ça pour avoir le mariage que je veux. Tu as fait ton choix, maman. Ce sont les conséquences. Une inspiration brusque. Et où est ce domaine viticole, de toute façon? Comment te paies-tu la Provence sans notre aide? Je n'ai pas répondu à ça. Qui paie pour ça, a-t-elle insisté. Ce sont les fourniers? Ils financent tout? Tu laisses tes beaux-parents payer pour un mariage que tes propres parents devraient payer. Devraient payer, pas ont proposé de payer. Devraient. Comme si c'était encore une obligation qu'ils remplissaient plutôt qu'un cadeau qu'ils avaient retiré. Les fourniers ont été généreux, ai-je dit. Mes amis aussi. C'est tout ce que je dirais sur le budget. Silence. Puis, sur un ton différent, Amélie, nous devrions en parler en personne. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement. L'invitation tient, maman. Tu peux venir en tant qu'invité. L'offre n'a pas changé. Ce n'est pas suffisant. Alors je suis désolé. J'ai raccroché, mais l'appel m'avait appris quelque chose d'important. Il suivait l'affaire, et il commençait à s'inquiéter. J'ai appris plus tard ce qui s'est passé ensuite par la cousine Sarah. Ma mère a appelé tout le monde. Pas pour s'excuser, pas pour se réconcilier, pour enquêter. Elle a cherché la famille Fournier sur Google. Elle a trouvé le site web de la fondation d'Éléonore. Le conseil d'administration constellé de noms qui apparaissaient dans les pages mondaines et les journaux économiques. Elle a trouvé des articles sur James Fournier, décédé maintenant, mais autrefois un juge fédéral à la réputation impeccable. Elle a cherché Nicolas sur LinkedIn, associé à 32 ans, diplômé de droit à la Sorbonne, un travail pro bono qui avait été présenté dans Le Monde. Et puis elle a cherché le domaine viticole. Sylvie m'a appelé en panique, m'a raconté Sarah plus tard. Elle était du genre, sais-tu combien coûte ce lieu? Sais-tu le genre de personne qui se marie là-bas? J'ai cru qu'elle allait hyperventiler. Mon père a appelé le soir suivant. Son ton était différent, plus doux, presque conciliant. Amélie, peut-être avons-nous été trop hâtifs. Ta mère et moi aimerions en discuter plus en détail. Peut-être pourrions-nous nous voir pour dîner ce week-end. J'ai reconnu cette voix.
C'était la voix qu'il utilisait quand il voulait quelque chose, quand il recalibrait sa stratégie. Qu'est-ce qui a changé, ai-je demandé. Rien n'a changé. C'est juste. Nous avons réfléchi. La famille, c'est la famille. Nous devrions être là pour ton mariage. La famille, c'est la famille. La phrase qui avait été utilisée contre moi pendant des mois, maintenant déployée comme un rameau d'olivier. Vous êtes les bienvenus, ai-je dit, en tant qu'invité. Pas de discours, pas de place spéciale, pas de rôle de parent de la mariée, juste des invités. Une longue pause. C'est ta réponse finale. Ça a toujours été ma réponse, papa. Elle n'a pas changé. Il a raccroché sans dire au revoir. Le mariage était dans 3 semaines et mes parents venaient enfin de réaliser qu'ils étaient sur le point d'être à l'extérieur de quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. À ce stade de mon histoire, je savais que quelque chose se préparait. Mes parents ne voulaient pas soudainement se réconcilier parce qu'ils avaient eu un changement de cœur. Ils avaient eu un changement de stratégie. Ils avaient vu la liste des invités, le lieu, le genre de vie que je construisais sans eux, et ils voulaient en faire partie. Mais accepteraient-ils mes conditions? Se présenteraient-ils au mariage? Et que se passerait-il quand ils découvriraient ce que Carole Lambert savait? Continuez à regarder. Le dîner de répétition est la suite. Si vous êtes toujours là, laissez un commentaire avec votre prédiction. J'adorerais savoir ce que vous pensez qu'il s'est passé. Le dîner de répétition était censé être intime. 30 personnes dans un restaurant étoilé Michelin surplombant les vignobles de Provence. Amis proches, famille immédiate, les personnes qui comptaient le plus. Mes parents n'étaient pas sur la liste, c'est pourquoi mon cœur s'est arrêté quand je les ai vus franchir la porte. Ma mère portait sa plus belle robe, celle qu'elle gardait pour les enterrements et les grandes occasions. Mon père avait mis une cravate. Ils avaient l'air respectables, presque humbles, debout dans le hall pendant que l'hôtesse consultait son plan de table avec une confusion évidente. « Je suis la mère de la mariée », ai-je entendu ma mère dire. « Il doit y avoir une erreur. » J'ai senti la main de Nicolas se resserrer sur mon bras. Autour de nous, les conversations ont vacillé. Éléonore a levé les yeux de son champagne, son expression indéchiffrable. « Je m'en occupe », ai-je dit. Je me suis approché. Mes talons claquaient sur le parquet. Tous les yeux dans la pièce ont suivi. « Maman, papa. » J'ai gardé ma voix basse, stable. « Vous n'étiez pas sur la liste des invités pour ce soir. Nous sommes tes parents, Amélie. » La voix de ma mère tremblait. Détresse théâtrale. « Nous avons tout à fait le droit d'être ici. Nous avons volé sur 3000 kilomètres. Vous n'étiez pas invité. Nous sommes ici pour te soutenir. N'est-ce pas ce que tu voulais? » Jessica s'est matérialisée à côté de moi, tablette à la main. « Madame, monsieur, si je pouvais vous parler en privé un instant. » Le visage de mon père a rougi. « Nous n'avons pas besoin de parler en privé. Nous avons besoin d'être conduits à l'événement de notre fille. » Éléonore s'est levée de sa chaise et a traversé la pièce. Elle se déplaçait comme de l'eau, gracieuse, sans hâte, impossible à ignorer. « Richard. Sylvie. » Sa voix était chaleureuse mais ferme. « Peut-être pourrions-nous en discuter dans le salon privé. Je détesterais que cela devienne une scène. » Mon père a regardé Éléonore, ses perles, sa posture, son autorité tranquille, et une partie de sa suffisance s'est dissipée de son visage. « Bien, » a-t-il dit sèchement. « Parlons. » Le salon privé était petit. Une table pour 6, des bouteilles de vin alignées sur les murs, un éclairage doux qui ne pouvait adoucir l'attention. Mes parents se sont assis d'un côté. Nicolas, Éléonore et moi de l'autre. Mon père a parlé le premier. « Nous sommes venus soutenir notre fille. C'est tout. Vous êtes venus sans y être invité, ai-je dit. Après m'avoir envoyé un email disant que vous me couperiez les ponts si je n'obéissais pas à vos conditions. C'était un malentendu. J'ai l'email, papa. J'ai sorti mon téléphone. Veux-tu que je le lise? Si tu poursuis ce mariage sans suivre nos conditions, nous ne serons pas présents et tu peux oublier de faire partie de cette famille. C'est ce que tu as écrit. » Son visage est devenu pâle. Ma mère est intervenue. Nous étions blessés. Nous avons dit des choses que nous ne pensions pas.
Alors pourquoi ne vous êtes-vous pas excusé? Pourquoi vous êtes-vous présenté à mon bureau? Pourquoi avez-vous posté sur moi sur Facebook? Pourquoi avez-vous recruté des parents pour me mettre la pression? Silence. Éléonore a pris la parole, sa voix douce. Richard, Sylvie, je comprends que ce soit difficile. Laisser aller le contrôle sur nos enfants est l'une des choses les plus difficiles qu'un parent puisse faire. Mais ce que vous avez décrit, les conditions, les ultimatums, l'humiliation publique, ce n'est pas du soutien, c'est de la coercition. Ma mère s'est retournée contre elle. Avec tout le respect que je vous dois, Madame Fournier, cela ne vous regarde pas. Amélie fait partie de ma famille maintenant, a dit simplement Éléonore. Cela en fait mes affaires. C'est notre fille. Alors agissez en conséquence. Le ton d'Éléonore ne s'est pas durci, mais quelque chose dedans a fait taire ma mère. Être parent, ce n'est pas une question de contrôle. C'est être là pour son enfant. Même quand il fait des choix que vous ne comprenez pas. Amélie vous a invité à ce mariage en tant qu'invité. Elle vous invite toujours. La question est de savoir si vous pouvez l'accepter. Mon père fixait la table. Les yeux de ma mère étaient humides de larmes. Des vrais cette fois, je pense. Aucun d'eux n'a parlé. Finalement, mon père s'est levé. Nous ne serons pas humiliés comme ça, a-t-il dit. Si nous ne pouvons pas être reconnus comme tes parents, nous ne ferons pas semblant. Personne ne te demande de faire semblant, papa. Je te demande d'être présent à des conditions qui nous respectent tous les deux. Il a secoué la tête. Tu as fait ton choix. Tu as choisi les Fournier. Tu as choisi une foule d'étrangers plutôt que ta propre chair et ton propre sang. J'ai choisi un mariage qui reflète mes valeurs. Si tu ne peux pas l'accepter, nous ne le pouvons pas. Ma mère s'est levée, ramassant son sac. Nous ne serons pas traités comme des invités ordinaires alors que nous sommes tes parents. Elle a regardé Éléonore avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. J'espère que vous êtes heureuse. Vous avez retourné notre fille contre nous. Personne ne m'a retourné contre vous, ai-je dit doucement. J'ai pris ma propre décision. J'aimerais que vous puissiez voir la différence. La lèvre de ma mère a tremblé. Tu le regretteras, Amélie. Le jour de ton mariage, quand tu nous chercheras et que nous ne serons pas là, tu le regretteras. Elle s'est retournée et est sortie. Mon père a suivi. Je les ai regardés partir. La porte s'est refermée. Le clic a résonné dans la pièce silencieuse. Nicolas a passé son bras autour de moi. Éléonore a tendu la main par-dessus la table et a serré la mienne. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Ne le sois pas. Ma voix était stable, mais à l'intérieur, quelque chose me faisait mal. Ils avaient fait leur choix, tout comme j'avais fait le mien. Nous sommes retournés dans la salle à manger principale. Les invités avaient repris leur conversation, bien que plusieurs pères Dieu nous aient suivis avec inquiétude. Carole Lambert était assise près du bout de la table, un verre de vin à la main. Elle m'a regardé entrer. Nos regards se sont croisés, et elle m'a fait un petit signe de tête compréhensif, comme si elle savait que quelque chose se préparait, comme si elle savait ce que je ne savais pas encore. Le reste du dîner de répétition s'est déroulé dans un tourbillon de toasts et de rires, mais mon esprit revenait sans cesse aux silhouettes de mes parents qui s'éloignaient. Nicolas a fait un discours. Éléonore a fait un discours. Jessica a rassemblé tout le monde pour une photo de groupe sur la terrasse, le vignoble s'étendant, doré et infini, derrière nous. Ça va, a demandé Nicolas doucement alors que nous posions. Oui, j'ai souri pour la caméra. Je crois que oui. Plus tard dans la nuit, seul dans notre chambre à l'hôtel, je fixais le plafond pendant que Nicolas dormait. J'ai pensé à ce que ma mère avait dit. Tu le regretteras. Mais je savais déjà la vérité. Je le regretterais s'il restait à l'écart. Je le regretterais s'il venait et faisait une scène. Je le regretterais quoi qu'il arrive, car il n'y avait aucune version de l'histoire où tout le monde obtenait ce qu'il voulait. La seule chose que je pouvais contrôler était de savoir si je regretterais mes propres choix. Et je ne les regrettais pas. Ni les limites que j'avais fixées. Ni la liste d'invités que j'avais faite. Ni le mariage que j'avais planifié avec Nicolas et notre vraie famille, celle que nous avions choisie. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Un texto de Sarah. OMG.
Ta mère vient d'appeler la mienne. Elle est furieuse. Elle n'arrête pas de dire, attendez qu'il découvre. Découvrir quoi? J'ai fixé le message. Découvrir quoi? Que pouvait bien savoir ma mère qui changerait quoi que ce soit? J'ai répondu. Aucune idée, mais merci pour l'avertissement. J'ai posé le téléphone. Demain, c'était le jour de mon mariage. Quoi que ma mère pense avoir comme dernière carte à jouer, je m'en occuperai demain. Ce soir, je voulais juste dormir. Pour la première fois depuis des mois, j'y suis parvenu. Je me suis réveillé le jour de mon mariage sous les rayons du soleil filtrant à travers les rideaux et le son lointain de quelqu'un qui débouche du champagne. Jessica est apparue avec son équipe à 8 heures précises. Coiffeur, maquilleuse, une femme dont le seul travail était apparemment de défroisser ma robe à la vapeur jusqu'à ce qu'elle soit littéralement parfaite. Aujourd'hui, c'est ton jour, a dit Jessica en me tendant un mimosa. Quoi qu'il se soit passé hier, oublie. Aujourd'hui, il s'agit de toi et de Nicolas. Je les ai laissés s'occuper de moi. La robe était d'une grande créatrice française, un cadeau d'Éléonore, d'une simplicité trompeuse comme seules les choses vraiment chères peuvent l'être. Dentelle française, doublure en soie, une traîne qui murmurait sur le sol. À 16 heures, je me tenais à la porte de la suite nuptiale et je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait était quelqu'un que je ne reconnaissais presque pas. Non pas à cause du maquillage ou de la robe, mais à cause de l'expression dans ses yeux. Calme, certaine, prête. La cérémonie avait lieu à 17 heures. 85 invités se sont rassemblés sur la terrasse en pierre alors que le soleil commençait sa descente vers les collines du vignoble. Des roses blanches bordaient l'allée. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux et de poignant. Nicolas m'attendait sous une pergola en bois drapée de verdure et de guirlandes lumineuses. Quand il m'a vu, ses yeux se sont remplis de larmes. J'ai descendu l'allée seul. Pas de père pour me donner. Je n'avais demandé à personne de remplir ce rôle. Je n'avais pas besoin d'être donné. Je me donnais de ma propre volonté à l'homme que j'aimais. Au premier rang, j'avais laissé 2 chaises vides, les places de mes parents, au cas où. Elles étaient vides. Et alors que je prenais les mains de Nicolas et que je le regardais dans les yeux, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus triste. J'étais libre. La réception était magnifique. Dîner sous les étoiles. Des guirlandes lumineuses tendues au-dessus des longues tables. Le vin du propre cellier du domaine coulait à flot. Je dansais avec Éléonore quand Sarah m'a trouvé. Amélie. Elle a tiré sur mon coude. Tu dois entendre ça. Carole Lambert vient de me dire quelque chose de fou. Je me suis excusé et j'ai suivi Sarah dans un coin tranquille du jardin. Carole était là, un verre de vin à la main, l'air troublé. Je suis désolé de soulever ça le jour de ton mariage, a dit Carole. Mais ça fait des heures que j'ai ça sur le cœur et ça me ronge. Qu'est-ce que c'est? Carole a pris une inspiration. Ta mère et moi avons travaillé ensemble pendant 15 ans. Nous étions proches. Elle me racontait des choses sur l'argent, sur les projets familiaux. J'ai hoché la tête. Je le savais. Il y a quelques années, elle m'a parlé d'un fonds, un compte d'épargne que ton père et elle avaient ouvert quand les enfants étaient jeunes. Pour les mariages des enfants. Mon estomac s'est noué. Elle m'a dit le montant, a continué Carole. 150 000 euros. Elle a dit qu'il y ajoutait de l'argent depuis que Damien était tout petit. 50 000 pour les études, 100 000 pour les mariages. Partagé équitablement. Partagé équitablement. Ma voix était à peine un murmure. C'est ce qu'elle a dit. 75 000 euros chacun pour les 2 enfants. Carole a secoué la tête. Mais ensuite, j'ai entendu ce qui se passait. Comment ils ont payé plus de 100 000 euros pour le mariage de Damien et t'ont dit qu'il n'y avait pas de fonds. Et j'ai pensé. Ça ne peut pas être juste. Je me suis appuyé contre un treillis, le cœur battant. 150 000 euros, partagés équitablement. C'est ce que ma mère avait dit à Carole. Mais Damien avait reçu 127 000 euros et je n'avais rien eu. Je suis tellement désolé, Amélie, a dit doucement Carole. J'ai pensé que tu devais savoir. Je n'en ai parlé à personne d'autre. Pas tout de suite. Mais Carole, si. Je ne pense pas qu'elle voulait causer des problèmes.
Elle était juste Carole, honnête jusqu'à la faute, le genre de personne qui ne peut pas laisser l'hypocrisie sans réponse. Et quand elle est retournée à table et que tante Paula lui a demandé pourquoi elle avait l'air si sérieuse, Carole lui a raconté. La nouvelle s'est répandue comme du vin renversé sur une nappe blanche. Au moment où je coupais le gâteau avec Nicolas, j'ai remarqué les chuchotements. Les invités se regroupaient en petits groupes, me regardant avec un mélange de sympathie et de choc. Sarah était sur son téléphone, envoyant des textos furieusement. « Il se passe quelque chose », a murmuré Nicolas. « Je sais. » J'ai attrapé des bribes de conversation en me déplaçant dans la foule. Point 150 000. Point a dit à Carole il y a des années. Point et ils ont tout donné à Damien. Point pas étonnant qu'il ne soit pas venu. Michel, l'associé de Nicolas, s'est approché de nous, l'expression grave. Amélie, je viens d'entendre quelque chose d'intéressant de la part d'une des invitées à propos d'un fonds familial. C'est vrai, ai-je dit doucement. Ma mère en a parlé à Carole Lambert il y a des années. Ils avaient de l'argent pour nous deux. Ils ont juste choisi de tout dépenser pour Damien. La mâchoire de Michel s'est crispée. Et ils ont eu le culot de te poser des conditions pour te donner quoi que ce soit. La vérité que j'avais soupçonnée, que Damien avait accidentellement confirmée, se propageait maintenant à travers le mariage comme une traînée de poudre. Et je n'avais rien fait pour que cela se produise. Je ne les avais pas exposés. Je ne les avais pas confrontés. J'avais juste invité Carole Lambert à mon mariage. La même Carole à qui ma mère avait confié des secrets de famille. La même Carole qui croyait que la vérité ne devait jamais être cachée. Parfois, la justice ne nécessite pas de vengeance. Parfois, il suffit de s'écarter et de laisser la vérité faire son travail. À 3000 km de là, le téléphone de mes parents sonnait. Je l'ai appris plus tard par Sarah, qui avait appelé sa mère, qui avait appelé ma mère immédiatement après avoir entendu l'histoire de Carole. C'est vrai, a exigé tante Suzanne. Aviez-vous vraiment 150 000 € d'économie? Avez-vous tout donné à Damien et rien à Amélie? Ma mère, m'a-t-on dit, a essayé de mentir. Carole a mal compris. Ce n'était pas comme ça. Sylvie, Carole est une comptable certifiée. Elle se souvient des chiffres. Elle se souvient que tu te vantais du fonds au déjeuner il y a 10 ans. C'était notre argent. Nous avions le droit de décider. Vous aviez le droit de mentir à votre fille, de prétendre qu'il n'y avait rien alors qu'il y avait beaucoup. Mon père a pris le téléphone, a essayé sa voix sévère. C'est une affaire de famille privée. Privée? Tante Suzanne a ri. Vous l'avez rendu public quand vous avez mis l'histoire larmoyante de Sylvie sur Facebook devant tout le monde. Vous l'avez rendu public quand vous avez appelé chaque parent pour vous plaindre des choix d'Amélie. Et maintenant vous êtes pris, Richard. Tout le monde sait. Les appels ont continué. Oncle Thomas, la cousine Paula, même Carole elle-même, appelant pour dire qu'elle espérait ne pas avoir causé trop de problèmes, mais qu'elle ne pouvait pas rester silencieuse quand elle connaissait la vérité. Pendant ce temps, je dansais avec mon mari sous les étoiles. Je n'étais pas encore au courant des appels téléphoniques. Je ne savais pas que ma mère pleurait dans son salon pendant que je riais au toast en Provence. Je savais seulement que j'étais heureuse. J'étais entouré de gens qui m'aimaient vraiment, sans condition ni calcul. Et quelque part au fond de mon esprit, je savais qu'il n'avait jamais été question de vengeance. Il s'agissait d'être enfin libre. Nous avons passé 2 semaines en Italie pour notre lune de miel. Les 5 terres, comme nous en avions rêvé. Des villages colorés, des citronniers qui ressemblaient à des peintures. J'ai éteint mon téléphone pendant la majeure partie du temps. Nicolas aussi. Quand nous avons atterri à Lyon, la réalité nous a rattrapés. 17 appels manqués de Damien, 4 de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années, un message vocal de Carole s'excusant profusément d'avoir semé la zizanie, et un texto de ma mère. Tu as détruit cette famille. J'espère que tu es fier de toi. J'ai fixé le message pendant un long moment. Puis j'ai rangé mon téléphone et je suis rentré à la maison avec mon mari. Au cours des jours suivants, j'ai appris ce qui s'était passé pendant notre absence. La famille s'était fracturée. Les tantes qui avaient autrefois compati aux plaintes de ma mère remettaient maintenant tout en question. Les cousins qui m'avaient traité d'ingrate réévaluaient leur loyauté. Damien avait subi le pire. Sa femme Brigitte avait commencé à poser des questions.
Si tes parents t'ont donné 127 000 € pour le mariage, d'où venait vraiment cet argent? Il est stressé, m'a dit Sarah au déjeuner. Les gens n'arrêtent pas de lui demander pourquoi il a tout eu et toi rien. Je ne pense pas qu'il y ait jamais pensé avant. Est-ce ma faute, ai-je demandé. Sarah a secoué la tête. Non, c'est la faute de ses parents de l'avoir mis dans cette position. Ma mère avait désactivé son Facebook. Mon père ne répondait plus aux appels de la famille élargie. Il ne m'avait pas contacté. Pas une seule fois, pas pour s'excuser, pas pour s'expliquer, pas pour se réconcilier. Le silence disait tout. Et même si ça faisait mal, parce que ça faisait toujours mal, et que ça ferait probablement toujours un peu mal, j'allais bien. J'avais construit une nouvelle vie. J'avais choisi ma propre famille. Et j'étais enfin libre. Des mois ont passé. Le scandale, car c'est ce que c'était devenu, du moins au sein de la famille élargie Dubois, s'est progressivement estompé dans un silence inconfortable. Les gens ont cessé d'en parler directement, mais la connaissance persistait comme de la fumée. Mes parents ont perdu leur position d'aînés de la famille qui donnait des conseils pendant les vacances et arbitrait les différends. Les gens ont cessé de les appeler. Le mariage de Damien a traversé des moments difficiles. J'ai entendu par Sarah que Brigitte avait commencé à remettre en question beaucoup de choses. Pas seulement l'argent du mariage, mais le modèle de favoritisme, les attentes, la dynamique familiale qu'elle n'avait jamais examinée auparavant. Je n'étais pas heureuse de tout ça. Je sais que c'est peut-être difficile à croire. Les gens aiment les histoires de vengeance où la victime regarde ses bourreaux souffrir et se sent satisfaite, mais je ne me sentais pas satisfaite. Je me sentais fatiguée. Un après-midi, je me suis retrouvée à mon bureau, tenant l'écrin de velours avec la montre que mon père m'avait offerte à ma remise de diplôme. Cette Seiko en or que j'avais gardée mais jamais portée. Je l'ai ouverte. Le cadran de la montre a capté la lumière. C'était une belle montre, pas chère, pas comme les choses que portait Éléonore, mais elle avait signifié quelque chose un jour, un moment où mon père m'avait regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. J'ai refermé la boîte et l'ai remise dans le tiroir. Je ne l'ai pas jetée. Certaines blessures ne guérissent pas en détruisant les choses qui les ont causées. Elles guérissent en reconnaissant ce qui a été, en pleurant ce qui aurait pu être.